Bonjour Gilles, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Super. Alors écoute, les abonnés de PowerTrade te connaissent déjà suffisamment bien, mais on a créé une nouvelle chaîne, hein, toi et moi, Matière à profit. Et donc, parle-nous un petit peu de toi, présente-toi auprès des followers de Matière à profit. Eh ben, sans trop s'étendre sur mon cas particulier, donc moi je suis un ingénieur de formation, hein. J'ai fait l'ESSIer, la même école que Éric Larchevêque, qui est bien plus connu que moi, puisque lui, il est dans l'émission qui veut être mon associé. C'est pendant cette formation en troisième ou quatrième année que j'ai vraiment pris conscience du potentiel de l'Internet. Donc, tu vois, c'était assez ancien, parce que c'était en 92, 93. Et donc, à la sortie de l'école, j'ai pas attendu du tout, ce qui était une erreur. J'ai créé tout de suite une entreprise qui s'est rapidement tournée sur la sécurité des systèmes d'information, donc la cybersécurité, comme on dit maintenant. Et puis, cette entreprise, je l'ai doublée d'une autre boîte pendant la période, la bulle des dot-com, un éditeur de logiciels qui a fait faillite. Ensuite, j'ai continué sur cette première société qui s'appelait IGTech. Et puis, je l'ai revendu en 2010 à un groupe, le groupe EI Technologies. Et puis, finalement, je suis venu à presque mes premiers amours, qui était le sujet du cinéma. Donc, je me suis lancé dans la production et la distribution. Et pour faire très court sur ce sujet, j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc, je suis revenu sur le sujet que je maîtrisais un peu mieux, celui de l'informatique. Donc, de 2014 à 2021, j'ai créé et développé Secureware, une société également focalisée sur la cybersécurité, comme le nom l'indique. Et puis, c'était un peu difficile à développer, même si la boîte marchait très bien. Et en 2021, je l'ai vendue pour pouvoir me tourner vers de nouveaux horizons, même si je travaille toujours chez l'acquéreur, et donc le groupe Constellation. Voilà, donc ça, c'est un filigrane, un petit peu mon parcours professionnel. C'est pas mal de sociétés. On a parlé que de certaines sociétés qui intéressent, c'est pas forcément ce qui intéresse les gens, mais le plus important, c'est de savoir que j'ai un parcours d'entrepreneur et puis que j'ai toujours eu un certain pessimisme sur la résilience de la société en général. C'est vrai que très vite, je me suis intéressé aux métaux précieux, à ce genre de choses. Je me suis toujours dit, waouh, c'est un peu délicat de penser que la société actuelle de consommation va continuer à se porter bien sans qu'il y ait des pénuries ou des choses comme ça. Et donc, c'était un peu mon tempérament qui m'a porté vers justement ces métaux précieux. Alors, malheureusement pour moi, j'ai commencé à investir sur les métaux précieux en 2013. Un petit peu avant que le grand crack de 2013, au cours duquel l'or a perdu 30 à 35% en une seule journée. Je pense que on peut dire aujourd'hui que c'était une intervention des banques centrales. Bon, depuis, comme j'ai continué à investir, c'est devenu un investissement intéressant pour nous, pour moi. Ce qu'on n'imagine pas vraiment, c'est que en fait, à partir du début des années 2000, l'or, par exemple, rapportait une moyenne de 8% par an, tous les ans, avec des années plus ou moins fortes. Mais si on prend sur une très grande durée, c'est effectivement assez intéressant, voire très intéressant d'investir dans l'or et de l'oublier comme ça. Ouais. Bon, là, je vais un peu dériver. Ouais. En fait, tu parlais d'IGTech tout à l'heure, ça me rappelle des vieux souvenirs puisqu'on s'est connus à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'ai même travaillé pour ta société. On a eu beaucoup de bons moments ensemble.
des moments difficiles aussi, hein, je me rappelle. Oui. Mais voilà, tout ça, c'est du passé. Ça nous a permis de se construire jusqu'à ce qu'on est devenu aujourd'hui. Mais au niveau de la chaîne matière à profit, tu penses à quelle matière première en priorité? Effectivement, en priorité, c'est les métaux précieux, l'or et l'argent, mais au-delà de ça, l'idée force que j'ai par rapport à la prochaine crise, hein, parce qu'on est dans un système capitaliste, on va de crise en crise, c'est que, et il est temps, il va y avoir un retour au réel. Ce retour au réel, ça va se manifester par justement une plus grande priorité, une plus grande valorisation des matières premières. Évidemment, c'est les métaux précieux, c'est l'or, l'argent, le platine, le palladium. C'est des métaux, c'est ce qu'on appelle les terres rares également, mais c'est aussi des matières comme le pétrole, le cuivre, le fer, et puis des choses un petit peu plus exotiques, bien sûr l'uranium évidemment, mais même des matières dire organiques. L'huile de palme, c'est une matière première, et il y a aujourd'hui beaucoup d'investissements potentiels qui sont à faire sur ce segment de marché. Donc c'est vraiment un spectre assez large qui n'est pas limité aux métaux. Évidemment, même si le focus premier, c'est les métaux. Enfin, le focus premier, c'est comment chevaucher la prochaine vague de croissance sur les matières premières. Parce que je pense que ça sera le cas, et ça passera peut-être d'ailleurs par une petite vague de faiblesse lors de la prochaine crise, mais c'est à mon avis pour mieux rebondir. Et là, les années 2020 vont être celles du renouveau des matières premières, parce que c'est cyclique, toutes ces choses-là. D'accord. Le charbon en fait partie. Oui, le charbon en fait partie. Évidemment, toutes les matières qui servent de source d'énergie. Tout à l'heure, j'ai cité le pétrole, mais il y a effectivement aussi, j'ai cité l'uranium, mais il y a aussi le charbon, et plein d'autres matières premières. Et qu'est-ce qu'il se passe actuellement sur l'or en ce moment, d'après toi? Alors l'or a bien monté déjà, hein. Je sais pas si je pense que oui, tu l'as vu, on en parle d'ailleurs. L'or a beaucoup monté. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a des rumeurs enfin c'est pas des rumeurs, il y a des délais allongés de livraison lors de la prise de possession de l'or physique au LBMA, la London Bullion Metal Association à Londres, et ça induit des perturbations assez importantes sur le marché, avec une grosse partie de l'or qui est transférée sur l'équivalent américain du LBMA qui s'appelle le COMEX. Il y a aussi, je pense que tu en as entendu parler, des problématiques de livraison en Corée du Sud dernièrement, qui ont conduit à suspendre l'achat par les particuliers de métaux précieux. Donc, à mon niveau, j'ai pas clairement toute la connaissance pour pouvoir inférer ce qui se passe et puis voir comment ça va évoluer sur le prix. Mais ce qui est assez clair, c'est qu'il y a des tensions. Et ces tensions, effectivement, elles sont entretenues en particulier par les achats des banques centrales. Elles sont entretenues par la demande en Chine qui continue d'être croissante. Moi, l'autre jour, j'ai publié un tweet sur PowerTrade qui faisait état du fait que les compagnies d'assurance chinoises avaient été désormais encouragées à investir à hauteur de 1% de leurs avoirs sur les métaux précieux, enfin sur l'or. Donc 1%, on parle d'une cinquantaine de milliards de dollars. Donc c'est quand même assez intéressant, et puis ça va être amené à progresser. Ce que je trouve d'ailleurs plus particulièrement intéressant, c'est pas tant le fait qu'elle soit autorisée, c'est que la Chine accepte de le faire savoir. Donc ça fait des années qu'on sait que la Chine ramasse de l'or de manière plus ou moins officielle, et là ils ont envie de le faire savoir. En parallèle de ça, il y a bien sûr les banques centrales du monde entier, sauf les banques centrales occidentales, mais sinon des banques centrales dans plusieurs pays du monde et plusieurs régions du monde qui poursuivent et même qui intensifient leurs achats d'or. Tout ça, c'est bullish, évidemment. Ouais, c'est sûr. Et avec l'argent et le platine? L'argent, c'est vraiment très particulier. Parce que selon moi, ça fait 3 ans ou 4 ans qu'il y a pas assez d'argent physique
pour répondre sur le marché. Et le cours a monté, évidemment, mais il continue d'être bas. En fait, quand tu regardes le marché, tout le marché, la capitalisation publique du marché de l'argent, c'est pas grand-chose par rapport à la capitalisation du Bitcoin, par exemple. Alors que l'argent est un bimétal, c'est-à-dire qu'il est utilisé à la fois dans l'industrie et en tant que monnaie. Hein. Donc le mot argent est utilisé, ça définit le cash, pas seulement en français, mais dans un certain nombre de langues dans le monde. Donc vendredi, par exemple, était extrêmement particulier parce que vendredi, on a dépassé les 33,50 $ l'once. On avait donc dépassé une barrière psychologique qui était située à 32,50 $ et il semblait qu'on allait retourner vers les plus hauts. Je rappelle que les plus hauts, c'est environ 45-50 $, on ne sait pas trop bien, en 1980, au moment du corner des frères Hunt. Sauf que c'est 45 $ de 1980. C'est pas 45 $ d'aujourd'hui. Donc on n'est même pas revenu aujourd'hui au niveau qui était le plus haut de 1980. Alors que si tu regardes en 1980, justement, une once d'or, ça valait 800-820 $. Là, on est à 2900. Donc il y a vraiment un truc qui se passe avec l'argent. Et moi, ce que je pense, c'est que il y a une volonté très très forte des banques, de tout le système monétaire papier, de ne pas justement revivre cette terrible expérience du corner des frères Hunt qui avait emmené le métal argent à des niveaux inimaginables. Voilà. Et en parallèle de ça, il y a le réel, justement, l'importance de retourner au réel. Et le réel, c'est quoi? C'est qu'on a besoin de plus en plus du métal argent pour les applications industrielles comme les panneaux photovoltaïques. On en a besoin pour des tas de choses, en fait. Et en même temps, on peut le stocker comme monnaie. Oui, donc l'argent est antibactéricide. Enfin, il y a énormément de propriétés que j'ai oubliées d'ailleurs, même si à un moment j'avais regardé ça. Mais c'est un très bon conducteur de l'électricité. Donc il a des tas de propriétés qui sont singulières et de ce fait presque encore plus peut-être même que l'or. D'ailleurs, les Coréens là, quand il y a eu pénurie d'or, ils se sont reportés sur l'argent et pareil, il n'y avait pas non plus l'offre par rapport à la demande et donc les banques centrales coréennes ont dû complètement fermer l'accès à ce type de marché. Maintenant, en plus, c'est certain que globalement, on va consommer de plus en plus d'argent et notamment pour les bijoux. On en parle peu, mais c'est vrai que ceux qui n'ont plus les moyens de se payer de l'or en termes de bijoux en Asie, ils se reportent sur le métal argent. Donc il y a aussi une demande en bijoux argent en fait. Ça a toujours existé. Ça continue d'exister. Effectivement, ça se renforce peut-être. Ce qui est intéressant, c'est vraiment, je te dis, les nouveaux usages. Donc, dans une voiture électrique, il y a je ne sais combien d'argent. Il y a des systèmes de batteries qui utilisent évidemment très majoritairement du lithium, mais qui font appel un petit peu à de l'argent. Il y a de l'argent dans tous les smartphones, en quantité infinie, très faible, mais quand même, quand tu multiplies par le nombre de smartphones en circulation. Donc là, c'est souvent une matière première qui, contrairement à l'or, fait que ce n'est pas rentable de récupérer la pièce pour refondre et réobtenir l'or, réobtenir l'argent. Alors qu'avec l'or, c'est possible, effectivement. Tout à fait. Moi, je pense qu'on va avoir un problème physique avec l'or. Un problème physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire un manque d'argent qui ne peut être résolu que par une augmentation des prix. Une augmentation assez forte des prix. Le problème, c'est que je suis obligé de reconnaître en même temps que pour l'instant, ça ne s'est pas produit et qu'ils ont réussi à maintenir les prix sous contrôle. Et voilà, ils vont peut-être parvenir à garder les prix sous contrôle pendant encore quelques années. Mais à un moment, ça devrait échapper au contrôle. Et qu'est-ce qui se passe avec les minières? Pourquoi n'ont-elles pas profité de la hausse de l'or, par exemple? Ah oui, c'est vrai que les minières, c'est les minières d'or et les minières d'argent. Enfin, pas seulement les minières d'argent. Les minières en général, oui.
Pour moi, c'est une opportunité. Et c'est justement une des raisons de matière à profit. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais me concentrer juste sur l'or, parce que sur l'or, il y a actuellement, c'est clair, le prix d'une once a atteint 2900 et même dépassé 2900 $ ces dernières semaines. On va dire qu'il se maintient depuis le début de l'année au-dessus de 2800 $ l'once. Et pour autant, tu vois pas véritablement une augmentation du cours de l'or, enfin des minières, sur cette base-là. Alors que le prix de la matière qu'ils vendent a augmenté de manière impressionnante sur 2024 et que la tendance continue sur 2025. Sur le prix de l'argent, aujourd'hui, on est à peu près à 32,10, 32,20 $ l'once. Et moi, j'ai, à titre personnel, un portefeuille qui fait appel un portefeuille qui est pas mal investi en minière d'argent. Et je peux te dire que les niveaux sont très largement en dessous des niveaux de 2021. Donc, je prends une société qui est vraiment spécialisée dans l'argent. C'est pas du tout une société que je conseille, qui s'appelle First Majestic. Leur symbole au Nasdaq, c'est AG, comme le symbole de l'argent. Et ils sont à des niveaux, ils sont 2 à 3 fois en dessous de ce qu'ils étaient en 2021. Et c'est une société qui distribue un petit dividende, mais un dividende tous les trimestres. Alors, ils ont eu des tas de problèmes, etc., etc. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le sentiment sur les minières, en général, est à des niveaux, d'où, selon moi, opportunité. Maintenant, c'est comme, tu sais, The Big Short, quand on a vu, si tu regardes le film, il y a quelqu'un qui avait repéré qu'il y avait un problème avec avec l'immobilier aux États-Unis, mais la situation a continué pendant 2 ans avant de conduire à la crise des subprimes. Mmh. Voilà, ça peut durer encore longtemps. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais il y a un sujet de valorisation des minières. Et c'est, à mon avis, une opportunité pour nous. Il faut acheter les meilleurs, parce qu'il y a aussi plein de canards boiteux dans cette affaire-là, et attendre. Ouais. En fait, ce qui nous a rapprochés et ce qui a permis à ce rapprochement et la création de la chaîne YouTube Matière à Profit, c'est que on parle depuis déjà des années sur les minières, parce qu'on en parlait tous les deux, et toi, tu étais déjà très investi dans ce secteur, et moi, je voyais pas encore un déclic, si tu veux. En fait, pour qu'un actif monte, il faut que les gens s'y intéressent. Et donc, graphiquement, je voyais pas grand-chose. Et là, dernièrement, on est complètement raccord, toi et moi, là-dessus. On voit tous les deux quelque chose qui est en train de partir, quoi. Et notamment, un truc que tu as peut-être oublié de dire, en tout cas que moi j'ai en tête, c'est que le prix du pétrole par rapport à ces 5 dernières années même, si tu veux, il n'est pas à son prix non plus, il n'est pas si cher que ça, et les minières en profitent, puisque pour une once d'or qui a beaucoup augmenté, avec un pétrole qui lui n'a pas augmenté, effectivement, ça devrait leur donner des marges bien plus impressionnantes. Et on parlait de l'argent tout à l'heure, il suffirait que le prix de l'argent double, et c'est pas impossible, puisque là on a des prix qui ont été maintenus sous pression. On voit d'ailleurs graphiquement, ça s'observe. Et si jamais tu avais des prix, par exemple de l'argent qui se mettait à doubler, évidemment, des valeurs comme celles dont tu viens de citer, elles en profiteraient, mais avec un effet levier monstre, c'est certain. Et sinon, comment déceler, d'après toi, les meilleures actions sur le secteur minier ? C'est un vaste sujet, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, il faut regarder plusieurs choses. Comme dans toute société, il faut regarder l'équipe de management, parce qu'il y a beaucoup de cas boiteux. Moi, je me suis retrouvé à investir dans un peu trop de sociétés minières qui annoncent des découvertes. Alors déjà, il faut les distinguer, il faut les différencier entre les exploratrices, les productrices,
les très grosses sociétés qui en général achètent les autres sociétés pour grossir leur chiffre d'affaires. Tu vois, les Newmont, les Agnico Eagle, les Barrick Gold, etc. Ça, c'est les très très gros. Moi, je préfère investir dans les petites exploratrices ou les petites productrices, les juniors, avec justement un track record expérimenté et des perspectives encourageantes de par les analyses sur les terrains sur lesquels elles ont des concessions. Ça reste presque un art. Et du côté des sociétés qui sont productrices, il faut regarder un paramètre qu'on appelle AISC, All-in Sustainable Cost, le coût global de production d'une once d'or ou d'argent. Il y a très très peu de mines qui sont exclusivement productrices d'argent, parce qu'en fait justement le coût n'est pas assez, le prix de l'argent n'est pas assez important pour avoir ce genre de mine. Donc l'argent est un produit dérivé suscité à des mines de cuivre ou de fer ou d'autres choses. L'argent est ou d'or, et l'argent est un produit dérivé de ça. Et donc regardez le AISC, et sinon c'est vrai que dans ce que tu dis, le coût de l'énergie, l'extraction d'énergie est un facteur essentiel. Donc c'est vrai que quand les prix du pétrole se tiennent bien, ce qui est à peu près le cas maintenant, normalement tout est réuni pour voir une augmentation des profits, puisque tu as l'augmentation du cours et puis le coût de production qui reste constant. On l'oublie quand même, mais pour trouver des métaux, pour trouver de l'or, il faut en remuer des quantités assez phénoménales de terre, de choses comme ça. Ouais. Et une autre question, le Bitcoin et les cryptos en général, est-ce que c'est une matière première en soi pour toi? Non, le Bitcoin, c'est pas une matière première, même si justement ils se veulent supérieurs à une matière première, parce qu'ils disent il y a que 21 millions de Bitcoin, donc l'or, il peut y en avoir encore plus. Vous savez pas combien il y en aura, parce que on sait pas quel est le potentiel minier de notre planète Terre, alors que vous savez que vous avez la certitude qu'il n'y aura que 21 millions de Bitcoin en circulation. Donc le Bitcoin a vraiment beaucoup de caractéristiques d'une matière première, mais ça n'en est pas une pour plein de bonnes raisons. Et je pense qu'il y a vraiment justement une espèce de confusion de la part des jeunes générations entre l'or et le Bitcoin. Maintenant, le Bitcoin a quand même des gros avantages par rapport à l'or, c'est la capacité de transmission, d'échange instantané, etc. Le fait de pouvoir se balader avec, par exemple, une clé Ledger qui va permettre de transporter plusieurs millions dans une simple petite clé sécurisée. Ça, évidemment, on peut pas le faire avec de l'or. Et pour ça, le Bitcoin est supérieur. Mais sur le reste, c'est l'or qui est supérieur. Et je pense que la prochaine crise permettra de s'en rendre compte. Et tu me connais, je suis pas du genre à cracher sur le Bitcoin. J'ai découvert ça en 2013. J'en ai parlé autour de moi. J'en ai parlé avec l'archevêque justement. Mais à cette époque, il était un peu occupé avec Prixing et il en a pas spécialement prêté attention à ce que je disais. Puis quand je suis revenu de mon tour du monde 6 mois plus tard, là, il était à fond sur le Bitcoin. Il était parti bille en tête et voilà, le reste. Tu m'en avais parlé aussi. Hein. Malheureusement, à cette époque-là, personnellement, j'y ai pas cru. Hein, quand tu me disais que le fondateur, on ne savait pas qui c'était, j'ai plutôt pensé à une escroquerie qu'à autre chose. Et malheureusement, si je t'avais écouté, hein, je serais énormément plus riche aujourd'hui. Mais voilà. Mais aujourd'hui, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, plus je réfléchis à ça, et je passe du temps à y réfléchir, plus je me dis que il y a quand même des intérêts intrinsèques à l'or qui ne sont pas dans le Bitcoin. Par exemple, l'or est bien plus réparti en termes de richesse. Le Bitcoin, mine de rien, t'as une poignée de milliardaires qui ont acheté leur Bitcoin pour pas très cher, ou alors qui s'endettent
jusqu'à plus soif, comme le PDG de MicroStrategy, pour acheter des bitcoins à un prix moyen pondéré de 66 000 euros, tu as une répartition qui est extrêmement inégale, en fait. Et sur le bitcoin, il y a quand même une volonté de spéculation. Il y a très très peu de gens qui disent quand j'ai de l'argent, du cash, je le convertis en bitcoin. Il y en a, mais il y en a très peu. La majorité des utilisateurs de bitcoin le font pour gagner de l'argent, justement. Donc ça veut dire que quand même le déclic ne s'est pas fait dans leur tête et que le bitcoin, c'est un peu comme une action, c'est un outil avant tout de spéculation. Oui, en fait, moi-même, j'avais légèrement investi sur le Bitcoin, sur les cryptos, hein, sur quelques cryptos comme le BNB. Et aujourd'hui, j'ai d'ailleurs soldé toutes mes positions, hein, sur les cryptos. Il me reste presque plus rien. Pourquoi? Parce que graphiquement, déjà, je vois une limite. On voit que sur les 100 000 dollars, le Bitcoin a du mal à aller plus haut. Alors, il va un peu plus haut, hein, mais là, tout de suite après, il rebaisse. Et moi, j'ai bien l'impression que, comme toute spéculation, il y a un moment donné, eh bien, la spéculation se redégonflera sur le Bitcoin. Et on est peut-être à un moment où tout le monde, justement, spécule à la hausse parce que tout le monde croit que Trump est crypto-friendly, alors que lui, je pense, il est plutôt American First et qu'il est plutôt pour l'hégémonie du dollar. Et donc, je ne pense pas qu'il favorise plus que nécessaire le Bitcoin. Et donc, c'est pour ça que j'ai plutôt pris des bénéfices, moi, sur les cryptos et que actuellement, d'ailleurs, je me recentre sur les minières comme tout le monde le sait. Moi, je pense que tu as raison. De toute façon, c'est du simple bon sens. Est-ce qu'on achète un actif au plus haut, qui peut encore monter, certes, ou bien est-ce qu'on achète un actif qui est clairement plus bas, comme les actions de sociétés minières cotées, et dont on sait, dont on pense, par le biais de la demande, qu'il a un certain avenir devant lui? Eh bien, je pense que oui, je te confirme que tu as raison aujourd'hui. Maintenant, la situation peut continuer comme ça pendant un certain temps. Les crypto-monnaies en général peuvent continuer à monter. Ce qu'on dit moins aussi, c'est que quand on parle de la montée des cryptos en général, bien, il y a effectivement le Bitcoin, mais il y a tout un univers de cryptos. Il y en a des milliers maintenant. Moi, je les appelle les shitcoins qui montent avec. Et hier, sur une radio économique, BFM Business, pour ne pas la citer, il faisait une analyse du Litecoin en disant oui, le Litecoin, il est sur une configuration graphique intéressante, ça fait longtemps qu'il n'a pas monté, il pourrait rattraper le Bitcoin, enfin pas rattraper, mais il pourrait rattraper, revenir à un écart de valorisation classique, etc. Alors que ça fait des années qu'il y a pratiquement plus de développement sur la crypto Litecoin. Donc le cours continue, mais cette crypto, le Litecoin, c'est une fausse monnaie, si tu me permets l'expression, parce qu'il y a peut-être 3, 4, 5 clampins qui bossent dessus, et voilà, ça ne produit plus rien, quoi. Donc le Bitcoin, oui, le Litecoin et toutes ces autres choses. Alors, franchement, je pense que, je te redis, et je pense que tu as bien fait de te séparer, en tout cas temporairement, hein, de tes crypto-monnaies. Oui, c'est pas interdit de revenir ensuite, hein, si la valorisation redevenait intéressante. Sinon, pour finir, quels sont tes investissements d'avenir pour 2025 et au-delà? Justement, ouais, je te dis, je réfléchis à ça, et moi, je suis dans une approche value, hein, d'ailleurs. C'est ça que j'anime un portefeuille value de PowerTrade. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'actions, de matières premières qui sont à des niveaux attractifs. Je crois que tu as cité certaines actions dans PowerTrade de producteurs d'huile de palme. Je pense que tu as des actions comme le producteur brésilien, je crois que c'est Val. Je devrais le savoir puisque j'en ai acheté. Ouais.
Et tu as d'autres sociétés comme ça qui sont totalement contracycliques. Et, et je pense que c'est vraiment les choses qu'il faut acheter. Je crois pas, paradoxalement, que aujourd'hui il y a toute cette vague autour de l'IA qu'on connaît. Je pense que l'IA est effectivement une révolution, va permettre de faire beaucoup de choses, mais que ça risque justement de ne pas profiter aux très grosses sociétés informatiques. Tu vois, par exemple, une société comme Google, c'est quand même une société qui, aujourd'hui, mine de rien, continue de dériver la majorité de son chiffre d'affaires et de ses profits au travers de son moteur de recherche. Qu'est-ce qui te dit que dans 5 ans, tu parleras pas à ton agent IA qui est dans ton smartphone, tu vas lui dire, bah, va m'organiser tel voyage, va me faire la réservation de l'hôtel, etc. Et l'agent IA ira faire ça en toute autonomie, et lui, il va pas cliquer, il va pas regarder sur les bannières publicitaires. Et donc, qu'est-ce qui te dit que dans 5 ans, il y aura pas une forte érosion des profits de Google, de ce genre de choses? Et que ça sera difficile de faire cliquer les gens sur des hyperliens, parce qu'en fait, une grosse partie des interactions se fera par de l'IA agentique, c'est-à-dire des petits programmes autonomes qui vont bosser pour toi et qui, eux, n'en auront rien à faire de la publicité. Tous les modèles qui passent par la publicité, il se peut qu'ils se prennent une grosse baffe dans la figure. Bon, après, en tout cas, il y a une société parmi les Magnificent Seven qui m'intéresse, c'est Tesla. Mais Tesla, je trouve un petit peu cher. Mais par contre, eux, ils ont la capacité, la vraie capacité de se développer sur le sujet de la robotique, avec Optimus. Mais sinon, je continue de penser que sur 2025, le secteur d'avenir, ce sont les producteurs de matières premières et bien entendu, au premier rang, les minières. D'accord, donc c'est assez paradoxal. Donc tu penses que l'IA ne va pas porter la valorisation des boîtes, des géants du secteur? Non, je pense que la valorisation je pense qu'effectivement, en fait, regarde, une boîte comme OpenAI, ils ont besoin de dizaines de milliers de dollars pour arriver avec leurs produits. En face, leur chiffre d'affaires, il n'est pas gigantesque, et surtout, ils ont des concurrents de tous les côtés. Il suffit que la Chine a sorti DeepSeek, mais ils peuvent en sortir une quinzaine d'autres. Ils ont toutes les entreprises qu'il faut pour ça. Et en fait, la Chine est en capacité de réduire le coût de l'intelligence artificielle à des sommes beaucoup plus petites. Quand ça sera le cas, qu'est-ce qu'on va dire de tous les investissements qui ont été nécessaires pour OpenAI, pour Microsoft, pour Oracle, pour toutes ces boîtes-là? J'espère qu'elles auront justement quelque chose pour se retourner, mais en fait, non. Je pense qu'il va y avoir une course très déflationniste à l'intelligence. Je crois que c'est Laurent Alexandre qui a dit le coût de l'intelligence est en train de tendre vers zéro. Donc, si ça se produit effectivement, toutes les sociétés, les éditeurs de logiciels, ou même les cabinets de conseil, ou plein de sociétés de ce style, ne seront pas forcément en position très intéressante pour la suite. Ceux qui seront en position de force, justement, ce seront les producteurs de matières premières dont on a besoin pour faire tourner l'industrie, l'économie et les services. Donc ouais, je pense que l'IA, qui est poussée à fond par Google, par Amazon, par Meta, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, je pense que l'IA va permettre de faire de forts progrès, mais que ça ne sera de forts progrès dans la société en général, mais que paradoxalement, ça ne va pas se traduire par une augmentation des profits de ces sociétés. Elles n'en profiteront pas autant qu'on le pense. Ouais. D'accord, ce sera plutôt les utilisateurs de l'IA qui vont en bénéficier à moindre coût, en fait. Ouais, les utilisateurs de l'IA, ils seront capables de faire beaucoup de choses, d'automatiser énormément de tâches, mais il y aura, je te dis, une diminution du coût d'accès à l'intelligence, et donc il
les utilisateurs vont se retrouver entre payer 10 euros par mois ou 50 euros par mois pour l'intelligence d'OpenAI, 10 euros pour une intelligence light de Google, et où il y aura des intelligences open source, ou bien voilà, les modèles ne sont pas encore très très établis pour l'instant. Pour l'instant, c'est Nvidia effectivement qui gagne, parce que justement, ils fournissent la matière première de ces intelligences, qui est les cartes graphiques, les GPU, pour faire tourner et enrichir les modèles. Mais rien ne garantit que c'est ce qui va continuer, effectivement. Et pour construire tout ça, ils ont besoin de l'industrie minière. Oui, pour construire et alimenter les data centers, on a besoin d'énergie, donc des matières premières énergétiques. On a besoin effectivement de minerais, on a besoin de tas de choses. Oui, je pense qu'effectivement, mais c'est un cycle, hein, je pense qu'on va assister au retour des matières premières. Ouais. Et donc en fait, investir dans l'IA ou investir dans les data centers, etc., comporte des risques, alors qu'investir dans les minières, sous réserve, hein, que tu puisses conserver ta position assez longtemps pour revoir tes cours et plus haut, comporte moins de risques. Tout comporte des risques, mais comme je te l'ai dit, si tu observes la situation, tu vois que les minières sont en bas de cycle, vraiment à des valorisations un peu planchées, et comme tu le sais, les sociétés d'informatique au sens large, les Google, les Amazon, les Nvidia, etc., sont à des valorisations stratosphériques. On peut dire pratiquement plus haut. Donc, tout comporte des risques, mais beaucoup moins du côté, effectivement, des producteurs de matières premières. Ouais, moi, ce que je te parlais, c'est le rendement risque, en fait, hein, le risque-rendement. Oui, le rendement risque est bien meilleur sur une société comme Pan-African Resources que sur une société comme ou même Val, dont j'ai parlé, que sur une société comme Nvidia ou Microsoft, à mon avis. Mais je peux me tromper. Et puis, de toute façon, l'exubérance qui règne sur les marchés avec les sociétés liées à l'IA peut continuer pendant encore quelques trimestres. Oui, ouais. Investir dans les mines, ça n'empêche pas non plus d'investir parallèlement dans d'autres secteurs. Sinon, le futur est inflationniste ou déflationniste pour toi? Alors, pour moi, je pense qu'on va avoir, j'en ai parlé, on va commencer par avoir une crise devant nous, à un intervalle que je ne sais pas définir, mais ça sera une crise de la dette. Ça devrait être en 2025, ça pourrait être en 2026, et donc ça sera une période déflationniste. Et les banques centrales vont se sortir de cette crise déflationniste, comme à chaque fois, en imprimant des quantités gigantesques d'argent papier. Et donc là, on sera parti pour une belle crise inflationniste que là, une fois que le dentifrice sera sorti du tube de dentifrice, les quantités d'argent imprimées pour juguler la crise qui est devant nous seront telles que on sera forcément sur une crise inflationniste qu'ils pourront pas maîtriser. Alors, comment ils essaieront de maîtriser? C'est en restreignant nos libertés, en disant oui, mais vous faites pas plus d'un voyage par an, ou des choses comme ça. Malgré tout, ce sera très, très difficile. Ouais. Donc, pour résumer, d'abord déflationniste. Enfin, là, si on aura la situation actuelle jusqu'à ce qu'on arrive sur une crise de la dette, donc déflationniste. Puis ensuite, quelque chose d'inflationniste qui va s'étendre sur plusieurs années. Bon, question liberté, ils ont déjà pas mal commencé à nous en supprimer. Hein. Oui, ils ont commencé et ça va se poursuivre. Et il y en aura de plus en plus. C'est quasiment un des seuls outils que les pouvoirs publics ont pour justement essayer de micromanager la crise qui est devant nous. Ça, et bien sûr les taxes. Ouais. Parce que quand tu taxes quelqu'un trop fort, il s'en va. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'empêcher de partir. Tu dois l'empêcher de partir. Alors, tu peux pas, en tout cas pas maintenant, tu peux pas l'empêcher de partir, de quitter son pays, mais tu dois lui faire des restrictions sur les virements d'argent, des choses comme ça. Et
et c'est comme ça que ça commence. Mais On en est encore qu'au prémices. ça aussi, ça a déjà commencé, hein, puisque Oui, au distributeur, tu peux guère tirer plus de 300 euros, hein, à chaque fois. voilà. Ouais. C'est ce qu'on dit, ça a commencé dans ce sens-là. Donc c'est une restriction de nos libertés pour justement nous empêcher de fuir et de partir le matraquage fiscal qu'on subit. Il y a d'autres raisons pour lesquelles les gens restent, hein. Après, les gens sont attachés à leur pays, ils ont leur activité professionnelle, leur famille, etc. Mais voilà, ils essayent d'empêcher le maximum de gens de fuir. Surtout ceux qui ont de l'argent. Ouais. Ouais. Voilà, bah écoute, c'était une super première vidéo qu'on a fait, toi et moi. On en fera certainement d'autres, hein, sur peut-être des minières en particulier et tout. Je vais rappeler, parce que je l'ai dit moi sur la chaîne Power Trade, je vais rappeler qu'on part à Zurich là tous les deux le mois prochain. Oui. Oui, on part à Zurich et on va avoir effectivement un très grand nombre de sociétés minières. On pourra discuter avec eux, peut-être les interviewer, et puis avoir un aperçu d'état de production, de différents permis exploratoires et de ce genre de choses. Donc, je suis très impatient à l'idée de les rencontrer et puis justement d'en parler dans Matière à Profil. Ouais. Moi, je suis pas si impatient que ça parce que je vais partir là dans 3 jours. Là, je pars en Thaïlande. Donc, je fais une masterclass là pour Power Trade, pour quelques Power Traders qui ont bien voulu donc participer à ça. Et puis après, j'ai besoin de me reposer un peu. Comme tu le sais, hein, je suis entre le Japon, la Thaïlande et la France. Je suis en demi-expatriation, hein. Je me suis déjà un peu préparé moi à partir. Mais voilà, suite à ça, je reviendrai beaucoup plus tôt que ce que j'avais prévu pour être avec toi à Zurich. Et de toute façon, ça sera un grand plaisir parce que un de nos plaisirs à toi comme à moi, c'est notamment les investissements et pas forcément l'argent qui en découle, mais aussi le plaisir d'avoir fait les bons choix, d'avoir gagné de l'argent par rapport à tout ce qui a été calculé et le fait de ne pas s'être trompé, bien qu'on se trompe, hein, le plus souvent qu'à notre tour, mais le but, hein, c'est de faire progresser son patrimoine, hein, son portefeuille. Très bien. Bon, écoute, merci pour l'interview, Patrick, et puis à une prochaine fois. Voilà, bah écoutez les amis, à très bientôt les amis.